Messieurs, dames, bonsoir de retour sur la chaîne des frères Maurice. Rapidement avant de commencer, on vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, vous connaissez la procédure. C'est important pour qu'on puisse continuer à faire du contenu de qualité. Plus ça ira haut, plus on pourra vous proposer de belles choses. C'est pas les idées qui manquent pour le coup. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours en DM, c'est tout aussi important, toute critique constructive est la bienvenue. Et dernière petite chose avant de commencer, on voulait de nouveau féliciter les sœurs Timera, Lena et Adja pour la deuxième édition du United Game. On y était cet après-midi, ça a eu lieu ce week-end. On vient de rentrer, c'était fatigant, épuisant. Donc j'imagine pas pour eux. Des finales de ouf, des tirs au buzzer, une organisation au top. On sait que c'est du boulot, donc franchement, vous avez fait fort. Évidemment, on félicite les champions. Le Maghreb pour les hommes, les Antilles pour les femmes. Et petite mention spéciale à Elena Delaruelle qui a mis le shoot du tournoi, qui a permis à son équipe de... Vous le verrez, vous le verrez. Ah, vous inquiétez pas, il va faire le tour des réseaux. Ça a permis en plus à son équipe de se qualifier pour la finale. Et en plus, derrière ça, elle gagne le concours à 3 points. Donc, bravo madame, grand tournoi. Tout ceci étant dit, on va retourner sur le sujet qui nous occupe la plupart du temps, la NBA, et plus particulièrement les finales NBA en ce moment. On se retrouve juste après le générique pour faire un point sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est grave. Comme on vous l'a dit, on se retrouve à mi-parcours, pile poil, de partout, balle au centre. On va voir ce que ça va donner pour les plus mathématiciens. On ne peut pas être à mi-parcours. À 2-2. Mais pour ceux qui comprendront que 7 ou non, c'est pas possible. Ça fera c'est ça. La moitié de 4. Mais bon, c'est pour chipoter. C'est un détail. C'est un détail, mais qui a son importance. On va en parler au long de l'épisode. En tout cas, on va peut-être commencer par ça. On en avait parlé dans l'épisode où on présentait un petit peu cette série qui allait avoir lieu sous le prisme du champion inédit, comme on avait appelé ça. On avait dit que philosophiquement, est-ce que c'était le basketball qui avait gagné? Je pense qu'on peut dire un peu que c'est le cas, vu le niveau de la confrontation. Si vous avez regardé les matchs, oui. Et c'est un peu ce qu'on avait dit et ce qui était attendu. Fort heureusement, c'est ce qu'on a eu. Oui. Effectivement, du beau basket pour les deux équipes avec du jeu rapide, etc. On reviendra dans l'ensemble de cet épisode sur justement ce qui a été fait par chaque équipe, mais oui, effectivement, en tout cas, c'est du beau basket, et on a vu, et tristement, comme on avait pu évoquer, le démarrage poussif de ces finales, avec le plus faible taux d'audience pour le premier match, etc., qui a été enregistré. On l'avait dit et évoqué que Adam Silver serait sûrement déçu, entre guillemets, de voir des petits marchés sur le terrain. Ça se confirme en tout cas de manière économique, et on sait que c'est toujours le nerf de la guerre. Donc dommage, parce que effectivement on a du beau basket et c'est surtout ça qu'on veut voir d'abord. Après, c'est vrai que je l'avais évoqué aussi, bien sûr on est un petit peu déçu de ne pas avoir entre gros guillemets de superstars, parce qu'on va le développer ici dans cet épisode. Mais ça, on en refera un épisode complet où justement on parlera un petit peu du fait qu'il y ait plus de back-to-back, plus de dynastie entre guillemets, etc. Mais c'est vrai que c'était un petit peu... Enfin, ça donne raison aux vrais fans entre guillemets de basket, c'est que c'était un peu immérité en fait ce non-amour des finales qui arrivaient, parce que quand tu vois le niveau de jeu qu'il y a, c'est vraiment archi intéressant et archi passionnant pour le coup comme duel à suivre. Justement, je te propose qu'on rentre directement dans le
dans le vif du sujet, euh, on a dit que c'était entre hold-up et domination. Quand on avait fait la présentation un petit peu, on avait mis en avant les différentes similitudes qu'il pouvait y avoir entre les différentes équipes. Et en fait, même au cours de la série, au cours de ces finales, ça se déroule un peu de la même manière. On va revenir un petit peu point par point, mais en gros, le match 1, t'as domination d'OKC, hold-up d'Indiana. Deuxième match, Indiana est dominé, pas sans partage, mais quasiment. Troisième match, c'est l'inverse. Et quatrième match, tu as domination d'Indiana et hold-up, on va revenir un petit peu plus en détail, d'OKC, mais c'est vrai que c'est des scénarios un peu similaires sur l'ensemble des matchs. Ce qu'on a pu voir, et puis du coup, oui, comme on le dit et répète, et on affichera les moyennes juste après, Ouais, on se retrouve sur une égalité quasi parfaite entre ces deux équipes. c'est clair. La seule équipe à avoir pris le lead, entre guillemets, en termes de matchs gagnés, c'est Indiana depuis le début de la série, avec le 1-0 et le 2-1. Ouais. Mais effectivement, comme on vient de l'évoquer, au-delà de ça, des équipes qui sont très accrochées et une série qui est entre guillemets au point mort après 4 matchs, puisque, enfin en tout cas à 0-0 Ouais, quasiment, parce que effectivement on est sur une série qui est complètement à égalité avec 2 victoires pour chaque équipe. de ouf. Et on verra du coup comment les équipes pourront faire pencher la balance de Mhm. chacune de leur côté. Si on revient un petit peu match par match, on va revenir sur ce match 1 qui nous a donné l'occasion d'assister à un shoot historique, hein. Ça, on l'avait dit, des fois, il y a des choses qui se passent et il faut bien se rendre compte de ce qu'on vit actuellement, c'est des trucs qui sont énormes, etc. Bon, bah là, ce shoot au buzzer d'Ali Burton qui permet de remporter le match 1 à l'extérieur, après avoir été mené tout le match, hein. On rappelle qu'ils ont mené 3 centièmes, c'est ça? Ils ont mené 300e effectivement. Au-delà Mais de ils ça, gagnent. ceux qui... Voilà. Enfin, ils ont mené au bon moment. Ceux qui ont vu le match et qui ont commencé à le regarder, c'est quand même assez impressionnant puisque Hmm. il y a un nombre de pertes de balles record en première mi-temps. On parle pas spécifiquement d'Obi-Toppin, mais Mais un peu on quand vient, même, il y mais un participe peu, ouais. beaucoup. Et il y a participé, à Liberton aussi. Enfin, Ouais, en gros, toute l'équipe s'y est mise, hein. De toute façon, pour que l'équipe fasse un record all-time, il fallait qu'ils s'y mettent tous. Et malgré tout, comme on l'a dit, il y a hold-up absolu à la fin avec le shoot d'Ali Burton. Et c'est aussi un peu ce qu'on voit, on y reviendra sur le match 4, c'est que, en gros, les équipes qui sont dans le dur dans le match, ouais, euh, enfin en tout cas visuellement, sont toujours accrocheuses en termes de scoring oui, et ils arrivent à remporter le match une nouvelle fois, là comme on disait dans le Game 4, c'est plutôt l'inverse. hmm, Et on trouve que OKC est dans le dur durant toute la première mi-temps et au final ils sont toujours à 2 points et ils arrivent à remporter le match et Indiana un peu pareil sur le match 1. ouais. Donc effectivement il y a des similitudes entre ces deux matchs et cette série de manière générale. C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis sur le match 1 que effectivement euh, c'est c'est des c'est une équipe Indiana qui est normalement est propre dans son jeu Mhm. et on avait mis un petit peu en avant le fait que ça serait sûrement cette belle attaque contre cette belle défense. Et c'est vrai que sur ce premier match à domicile, on a eu l'impression que OKC justement avait réussi à faire déjouer cette belle attaque, même si au final, comme on l'a dit et répété, hold-up effectivement de la part d'Indiana, mais c'est l'entrée en matière, en tout cas, c'est la défense qui avait pris le dessus et qui avait généré toutes ces pertes de balles. Si on revient un petit peu sur le match 2, de toute façon, le match 2 et le match 3, on va passer un petit peu plus rapidement parce que c'est, entre guillemets, moins intéressant, même si dans le contenu du match en détail, c'était archi intéressant à voir, etc. Et ça a joué dur du deux côtés, que ce soit pour le match 2 ou le match 3. Euh, sur le match 2, c'est sûrement le match qui est le moins serré. Euh,
en termes de niveau, je trouve que c'est celui où il y a le plus d'écart, quoi. Et Le moins notamment, intéressant aussi ouais, sur ces gars de match. c'est clair. C'est celui qui était le moins vibrant, quoi, quand tu le Voilà, regardais. moins Ça de a été suspense, moins. Ouais, clairement. Et ce qu'on voulait mettre un petit peu en avant, même s'il l'a refait sur le match 4, c'est la perf de Caruso qui met ses 20 points. On sait que c'est un bête de défenseur, il l'est tout au long de l'année, c'est un super compétiteur, tous ses coéquipiers, coachs, etc. n'arrêtent pas de le mettre en avant. Malgré tout, sur une saison à 82 matchs, même s'il n'a pas joué 82 matchs, mais je n'ai pas été voir combien il en avait joué précisément, mais sur toute la saison régulière, il n'a pas fait un match à 20 points. Sur 4 matchs de finale NBA, il y en a 2 qui sont à 20 points. Donc, on aime ce genre de joueur qui arrive à hausser le niveau dans les moments importants et qui arrive à monter en intensité, alors que c'est déjà sa marque de fabrique tout le reste de l'année, quoi. De toute façon, c'était un peu attendu et Mhm. c'est ce qu'ils sont partis chercher chez un mec Avec comme lui, ça. c'est clair. Bien sûr, bon, de la défense, parce qu'on sait qu'il est un peu spécialisé là-dedans, mais aussi avec son expérience de champion avec les Lakers, même Ouais. si, certes, tout comme le rôle qu'il a aujourd'hui n'était pas forcément un rôle majeur dans le titre de champion, et encore, on peut se poser la question. Euh, Certainement moins que d'autres, bien sûr, mais une nouvelle fois, le fait qu'il soit là et qu'il arrive à engendrer des points quand il le faut et surtout assurer une défense et faire déjouer Indiana dans au moins un match ou deux, il peut faire basculer la série puisque Ouais. là, du coup il arrive à assurer la victoire du Thunder sur le match 2 et en plus de ça, du coup oui, faire sa perf à 20 points quelque chose qui n'est pas attendu en tout cas pour ce joueur. Certes, c'est pas une perf qui va rester dans les annales et personne va se dire Non, mais ouais, pour lui, c'est il a mis vrai 20 que... points, Ouais. mais pour un mec comme ça et pour l'équipe d'OKC, ça peut que être bénéfique. C'est clair. Et puis nous, on le dit souvent, enfin, du moins je le dis souvent et je sais que tu es plutôt d'accord là-dessus. En fait, des fois, c'est pas tant euh, tel joueur, on veut que ça soit une superstar, etc. Non, en fait, surtout, on se dit à chaque fois, est-ce que le mec fait ce qu'on attend de lui? Et en fait, bah, ces Clairement mecs-là, pour ça qu'ils ils font sont partis plus chercher. que ce qu'on attend. Tu vois, tu pars le chercher chose. pour ça, et en fait, Mm. bah, le mec te donne ce que tu es parti chercher, et sur certains matchs, en plus, il joue au-delà de son niveau, comme on le disait sur un Aaron Gordon, comme des trucs comme ça. Et à l'inverse, pour rester sur les joueurs de Denver, tu vas avoir un MPJ, par exemple, où bah, il fait moins que ce qu'on attend. Et je préfère un joueur où il y a moins d'attentes, mais qui remplit son contrat, plutôt qu'un joueur où il y a plus Ouais, d'attentes, c'est mais sûr que qui joue en tout dessous cas de en son... termes de C'est ça. bénéfices de contrat, c'est sûr que lui est beaucoup plus bénéfique Ouais. dans sa venue. Dernier petit point, pas sur ce match 2, mais sur l'ensemble du match 1 et 2, on a du coup SGA qui dépasse Iverson sur le nombre de points scorés sur les 2 premiers matchs de finale de playoff, qui est quand même une perf importante au vu du joueur historique qu'avait pu être Iverson et du scoreur monumental que c'était. Ça permet un peu de resituer le niveau actuel de chez Gilgeous-Alexander, quoi. Bah clairement, de toute façon il est dans sa moyenne entre guillemets de saison régulière alors qu'il est Ouais. en finale de conf. On vous affiche les stats avec plus de 32 points de moyenne, on est à Ouais. 32,8 en finale NBA, donc clairement Monstrueux. monstrueux. On en profite pour faire une petite comparaison avec Tyrese Haliburton, puisque c'est les deux qui sont censés en tout cas marquer la série. On reviendra après sur les autres joueurs qui peuvent influencer cette série, Ouais. et notamment Siakam, etc. Mais on en reparlera plus en détail après. On constate en tout cas que les joueurs évoluent assez différemment. Complètement. Chez avoir J'adore l'opposition. clairement un rôle de scoreur. Mhm. Tyrese Haliburton, quasi un pur meneur, dans le sens où il va mettre ses points et en tout cas mettre en place l'équipe et du coup bah, assurer euh, les passes décisives en majorité. En tout cas, Ouais. après on sait que ça circule bien du côté d'Indiana, donc il n'y a pas que lui, mais
de manière, en gros, globale, hein, on est à peu près sur des stats opposées, et je pense que si on prenait, en termes de points engendrés par chaque joueur, je pense qu'on Oui, serait à peu près à peu près, équivalent ouais. en termes de passes décisives et points marqués pour chaque joueur. Donc Et une je- opposition de style et qui l'emportera. Et on l'a vu notamment dans le dernier match, que Shea doit être le leader offensif, en tout cas au scoring, Mhm. et qu'il est complètement muselé au moins dans la première mi-temps, moins dans le dernier quart-temps, mais Ouais. au moins dans la première mi-temps. Euh, à savoir même si c'est pas une volonté de Marc Daigneault dans le sens où il se dit qu'il va faire évoluer son joueur comme ça, il va laisser un peu des prises à deux sur lui pour libérer d'autres joueurs comme des Jalen Williams ou choses comme ça, qui, qui pour le coup doivent totalement reprendre le lead du scoring, Ouais, en tout cas dans ces moments-là, et en fin de match, comme ça, Shea est plus frais, si plus on peut frais, dire, ouais. et dans les moments clutch, et on sait que les moments clutch, ce sera pour lui et quasi personne d'autre, sauf un système particulier, quoi. Ouais. Là, je trouve que ça met en avant un peu deux choses, justement, c'est cette comparaison entre les deux meneurs de jeu. C'est un petit peu comme cette vieille expression de qui de l'œuf ou la poule est arrivé le premier. C'est-à-dire que est-ce que Indiana joue de cette manière parce que c'est Tyrese Haliburton le meneur de jeu, ou est-ce que en fait justement c'est le meneur qui convient le mieux à cette équipe qui joue très collectif. Mais du coup, on a souvent insisté sur les points communs de ces deux équipes. Bah, s'il y a bien quelque chose où ils sont différents, c'est que tu as une équipe quand même qui est beaucoup plus collective en attaque, euh, en la personne des Pacers, par rapport au Thunder qui va avoir plus d'individualité, euh, doué en termes de talent pur, etc. Et du coup, en fait, les deux meneurs correspondent totalement à leur équipe, quoi. C'est archi intéressant d'avoir cette opposition de style, que ce soit entre les deux stars et en même temps entre les deux équipes. Pour Et ce rester que je un petit peu vois sur... clairement, ouais, excuse-moi, Non, non, clairement vas-y. entre, du coup, enfin, sur ce qu'on voit sur les moyennes, on disait que, Ouais, comme tu dis, tout se rejoint et quasi tous les curseurs sont à égalité, sauf en tout cas en termes de passes décisives, où on est à plus de 20, on est à 24, pardon, de moyenne en passes décisives pour les ouais, Pacers, contre seulement 16 pour OKC. Et c'est là que tu vois, il y a une différence énorme, un c'est que vrai écart, c'est c'est clair. du jeu 1 contre 1, Ouais. c'est de l'isolation, etc. Alors que les Pacers va être beaucoup plus en transition et beaucoup plus dans la circulation de balles pour pouvoir assurer ses paniers, quoi. Et d'ailleurs, le match où il domine le plus facilement, entre guillemets, ou le troisième match où il remporte, bah en fait, ils ont excellé dans ce domaine-là de contre-attaque, jeu en transition, prendre des rebonds défensifs, jouer vite et pouvoir imposer leur rythme style Pacers, quoi. Donc C'est ça. c'était vraiment stylé à voir. Donc comme je le disais, pour rester un petit peu sur Shea, euh, le seul match où il passe au travers, attention, passe au travers, il a mis 24 points, très bon match, etc. Mais on va dire où il est un peu N'oubliez moins pas qu'on a dit que exceptionnel. Caruso à 20 Voilà. points était Non une mais, perle. ah, c'est ça. Il faut rester mesuré. Mais c'est vrai que c'est le seul match où il est un petit peu en dessous, où ils arrivent à lui mener la vie dure. Même lui, il le dit hein, en interview que bah, c'est dur, qu'ils proposent toujours quelque chose en défense, qu'ils essayent de tout le temps proposer des solutions différentes, etc. Il met pas ses 30 points habituels, il en met 24. Indiana assure de son côté, remporte leur premier match à domicile. Et du coup, ils prennent ce match 3. Match aussi archi intéressant, un peu moins que le 1 et le 4, comme on vous l'a dit, mais c'est vrai que c'est le match où on sent que bah, si chez Gilgeous-Alexander n'est pas à son niveau de MVP, ça peut être plus compliqué pour OKC. Clairement, de toute façon, c'est ce qu'on a vu et constaté, c'est que malgré qu'on ait souvent dit du bien du collectif d'OKC, de l'ensemble de l'équipe, etc., Ouais, on constate
quand même une dépendance de SGA sur ses finales en tout cas. Euh, Parce que on voit bien, dès qu'il est en dessous de ses performances, ou une nouvelle fois muselé un peu dans le match 4 en première mi-temps, OKC est derrière. On l'a dit, ils Ouais. sont derrière, toujours à 2-3 points, il n'y a jamais un écart flagrant qui se fait. Mais dès que, pour le coup, il se met à mettre dedans et qu'il est à 15 points dans simplement le dernier quart-temps, c'est à ce moment-là qu'OKC prend le lead et finit complètement par remporter ce quatrième match et du coup emmener la série à égalité à la maison et donc reprendre l'avantage du terrain. Donc clairement, il y a quand même une dépendance de Shai, ce qui est quand même assez logique vu Oui, forcément, ton meilleur joueur. le niveau qu'il a Ouais. et le titre ne serait-ce que de MVP, il explique bien que c'est clairement un joueur majeur et bien sûr que OKC est forcément meilleur si Shai est Mhm. meilleur. Ça me permet, puisque du coup tu as commencé à l'aborder, par l'angle effectivement de la dépendance à SGA. Et comme tu le disais très bien, ce quatrième match, en fait, les Pacers dominent pendant 3 quarts-temps. Sur 3 quarts-temps, il met 20 points. Sur le dernier, il en met 15. Euh, la bascule se fait à ce moment-là. Et on a, contrairement au hold-up du premier match, on a presque plus l'impression que c'est les Pacers qui choquent, pour le coup. Il va rester C'est fait 3 différemment, 3 effectivement. minutes 20 à la fin où ils mettent plus un panier, si ce n'est un lancer franc de Bénédicte Mathurin, mais on va en reparler justement des lancers francs de Bénédicte Mathurin, mais je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça aussi. On a l'impression que c'est presque les Pacers qui ont tremblé entre guillemets plutôt que Ils ont quasi, oui, lâché le match. ouais. Comme tu dis, contrairement au match 1 où OKC est dedans, même s'il y a des choses qui n'allaient pas forcément, et on peut toujours trouver des choses à redire, mais Mhm. c'est simplement un shoot venu d'ailleurs de Liberton qui tombe dedans, Oui. pas par la distance ou quoi, mais qui fait que, Non, mais par par le le timing en momentum tout du cas, ouais, c'est ça. voilà, qui fait que ça tombe dedans et du coup qui remporte le match. Clairement, là, c'est les Pacers qui se sont mis dedans Ouais. sans assurer une fin de match et sans continuer à jouer comme ils le faisaient durant l'ensemble du match. Donc oui, c'est plus euh, comment dire, les Pacers qui trébuchent Voilà. plutôt Ouais. que OKC qui arrive à dominer, quoi. Je suis assez d'accord sur ce truc-là. Et puis, bah, alors on n'aime pas tomber sur des joueurs en particulier. Bénédicte Mathurin, super match lors du troisième match. Justement, on aurait pu en parler un peu plus pour le troisième match, par exemple, où il met 27 points et où il sort complètement de sa boîte, etc. Par contre, s'il y a quelque chose qui est avéré sur le quatrième match, c'est le flop qu'il a dans le dernier carton, où justement il rate lancer franc sur lancer franc, et où en plus il provoque 2 fautes avant remise en jeu. Donc pour rentrer un petit peu dans la partie technique du truc, si tu fais faute avant remise en jeu, du coup ça donne lancer franc à l'adversaire plus possession. Donc autant dire qu'il a donné un bon coup de pouce à OKC pour réussir cette fin de match. On sait que c'est un jeune joueur. Moi, le petit truc, avant de te laisser la parole là-dessus, le petit truc que je peux lui accorder comme crédit, c'est qu'en fait, il n'a pas été dans le match à ce moment-là. Et en fait, t'as Naismith qui prend sa 6e faute. À mon sens, une petite erreur de coaching dans le sens où il est à 5 fautes. Rick Carlisle, il ne doit pas l'envoyer en défense initiale sur Shea. On sait à quel point il arrive à provoquer des fautes. Il provoque sa 6e faute, il sort, obligé de faire rentrer Bénédicte Mathurin, qui est plus là pour son attaque que pour sa défense, et du coup qui passe complètement au travers sur ces 3 dernières minutes. C'est un peu difficile, parce que je sais pas si je jetterais la pierre directement
à Carlisle dans le sens où, à ce moment-là, il reste peu de temps dans le match, etc. Tu es obligé d'envoyer celui qui te semble en tout cas le plus adapté pour défendre sur Ouais, mais Shea. je trouvais que Nembhard le faisait très bien, en fait, tu vois, dans le match. Et il le connaît bien. Enfin, peut-être, Voilà, ça aurait pu être quelqu'un c'est d'autre, ça. peut-être que après tu te dis, c'est un peu toujours pareil, coup de poker, tu te dis, bon, peut-être que lui est plus adapté à ce moment-là Plus grand, on sait qu'il le pour gêne. Ouais. gêner. Et tu espères bien sûr qu'il va pas prendre sa sixième, Oui, malheureusement, aussi, voilà. c'est clair. C'est des choses qui arrivent. Tu te dis éventuellement, même s'il prend la sixième, je peux faire rentrer quelqu'un Mm. de fiable. On peut se poser la question maintenant, mais, Oui, non, mais mais normalement. Mais en quelqu'un fait, qui c'est fait vrai que du partie de coup, la tu perds un rotation profil d'effectifs. défensif. Ouais. Voilà. Mais quelqu'un voilà, qui est quand même dans une rotation, Mm. qui n'est pas exclu depuis la série numéro 1 qu'ils ont joué. Donc, Oui, il a continué à jouer, il est dans la rotation. Je trouve pas ça scandaleux. Après, bien sûr, vu le résultat, oui, je peux pas non plus la, dédouaner la, complètement Ricard. la deuxième faute avant la remise en jeu, elle est surréaliste. C'est le plaquage là, c'est surréaliste. Parce que la C'est première, il est coincé dans un écran, réflexe, il attrape le poignet. Bon, tu peux comprendre que ça le truc. Le deuxième, c'est trop. En tout cas, nous en sommes donc à 2-2. On va pouvoir tirer quelques conclusions sur cette série et puis un peu essayer de pronostiquer la suite. Moi, le premier truc qui me vient quand on regarde l'ensemble de ces 4 premiers matchs, c'est que, hormis les bookmakers, pour ceux qui regardent, j'ai l'impression que ça y est, on respecte Indiana. Il n'y a plus d'histoire de c'est David contre Goliath, ils vont se faire sweeper, ils vont se faire laver, il y a un écart de ouf entre les deux équipes. Non, en fait, on a vu là, effectivement, que c'est pas pour rien que. Parce que les Pacers, ils finissent quatrième, mais quatrième, troisième, je sais plus, quatrième, quat- quat- quatrième, j'ai même un doute. derrière les Knicks, ouais, c'est ça, quatrième. Et, et du coup, on a l'impression qu'ils ont fait une saison entre guillemets en demi-teinte, mais en fait, depuis le 1er janvier, c'est la deuxième meilleure équipe en termes de résultats derrière OKC sur 2025. Donc en fait, ça, cumulé au parcours de playoff qu'ils ont fait, ils étaient un peu irrespectés, un peu sous-cotés à l'inverse de Tyrese Haliburton apparemment, de ce qu'on dit toujours, hein, je sais pas si du Ce coup qu'on c'est dit, toujours valable. peut-être qu'on peut refaire le vote. Peut-être que maintenant, si on ferait le vote, même les 14 qui ont voté, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ça y est, Indiana a remis les pendules à l'heure, les gens respectent, disent ok, on a une vraie finale entre deux vraies équipes qui se valent, chacun leur point fort, leur point faible, mais ça parle plus comme ça parlait au début de la série du petit poussé contre l'ogre OKC, quoi. Bah, enfin, s'il le faisait encore, ce serait un peu scandaleux quand tu vois la série, comment elle se déroule. Et alors, on l'a dit, hein, ça peut vite basculer dans un sens ou dans l'autre Bien sur sûr, un shoot raté. Malgré tout, ils en sont à 2-2. À un endroit où on peut dire beaucoup de gens attendaient OKC et très peu de gens attendaient les Pacers. clairement. Euh, En tout cas, ils sont pas du tout ridicules. Je pense que depuis le début des playoffs, ils sont, oui, sous-estimés. Hmm. Et on va pas se mentir, nous non plus, on les voyait pas Ah non, jusque-là et pas aussi forts. Ils ont été sous-estimés contre Cleveland. Ils leur ont mis 4-1, sous-estimés moyennement, mais un petit peu peut-être face à New York. Et en pareil, tout cas, on les donnait pas, enfin, personne les donnait favoris ou presque. c'est ça, c'est que c'était peut-être un peu plus équilibré qu'avec Cleveland, mais en Oui, tout cas, ils étaient à mon sens une nouvelle fois pas favoris dans cette série, et ils arrivent une nouvelle fois en finale. Et peut-être c'est ce qui peut les libérer, c'est-à-dire que ils ont rien à perdre, à l'inverse d'OKC où ils sont attendus. S'ils gagnent pas, ils ont eu le titre de MVP, ils ont été premiers de l'Ouest. Ça fait beaucoup de choses
qui les met favoris et qui les oblige quasiment à avoir ce titre de champion NBA cette année. D'autant plus qu'ils l'attendent depuis déjà l'année dernière quand ils avaient commencé à s'affirmer dans la ligue. Il y a quelque chose qui m'intéresse de ouf dans ce que tu viens de dire. Euh, et surtout, je voulais t'interroger sur ce truc-là, justement. Euh, Est-ce que, en fait, la force d'Indiana, c'est pas justement à chaque fois qu'ils sont sous-estimés? Je m'explique pourquoi cette question, c'est que, en fait, dans le match 4, ils mènent 2-1, ils sont devant, et en fait, Eux, ils se disent quasiment voilà, on va partir à 3-1 c'est et ça. Et c'est presque la première fois où, à ce moment-là du match, peut-être pas au début du match 4, mais quoique, vu la prestation qu'ils ont fait sur le match 3, les gens commencent à se dire, ah ok, Indiana, c'est vrai, machin, nanana. Donc, ils mènent 2-1, ils font 3 cartons de grande qualité dans le match 4, et en fait, à ce moment-là, les gens commencent limite à se dire, bah en fait, ouais, ok, là, c'est eux les favoris. Et c'est à ce moment-là qu'ils choquent. Il leur est arrivé un peu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait aux autres équipes, en fait, tout le long de cette campagne de playoff. Et je me demande si c'est pas là qu'ils sont le plus forts, en fait, quand ils sont sous-estimés, inattendus, quoi. peut-être c'est ce qu'il leur faut. On va avoir un début de réponse une nouvelle fois, parce que là, ils vont à l'extérieur en étant à Ouais, égalité. On verra qu'est-ce qu'ils pourront faire, et le problème, c'est que s'ils le font pas maintenant, ça va être déjà beaucoup plus compliqué, puisqu'ils vont avoir la pression en revenant au domicile, dans le sens où ils seront menés 3-2 et ils n'auront plus le droit à l'erreur si ouais. c'est le cas. Donc, clairement, faut absolument qu'ils assurent là et qu'ils y aillent un peu comme ils l'ont fait, sans pression, en se C'est disant ça. tout bénef si on gagne, et sinon on a encore une chance à domicile. Après, effectivement, est-ce qu'ils seront meilleurs comme ça ou pas? Il y a un peu que l'avenir qui pourra nous le dire, mais je pense, oui, qu'Indiana est meilleur dans le sens où quand ils n'ont pas du tout cette pression, qui sont pas attendus justement par les autres équipes, et dans le sens on joue relâché, on y va et on a tout à gagner et très peu de choses à perdre, Quasiment quoi. rien à perdre. Ouais. Je te donne, j'ai été chercher pendant ce temps-là, euh, les cotes chez Parion Sport en ligne. Donc, pour le prochain match, pour dire que peut-être que les observateurs ont un peu changé leur fusil d'épaule, par contre, les bookmakers, pas du tout, hein. Ils donnent pour le prochain match OKC 1,26, 4,35 Indiana, et vainqueur des finales 1,20 OKC, 4,10 Indiana. Je trouve que c'est vraiment archi mal payé pour Indiana d'être Il y a beaucoup aussi d'écart mal pour une équipe coté. qui a su gagner à l'extérieur un grand nombre de fois, qui a quand même confirmé depuis voilà, le premier tour jusque maintenant. Et effectivement, c'est peut-être sous-estimé, et je pense qu'ils... Alors, je dis pas Prennent qu'ils le vont être côté champions rationnel du NBA. truc, je pense. Voilà, c'est toujours rassurant, effectivement, de dire eux sont premiers, eux sont quatrièmes. Voilà, ils sont moins attendus dès le début de la saison. Ils ont Bref, l'avantage du terrain. ils ont l'avantage du terrain qui est quand même quelque chose Mhm. de majeur, en tout cas en NBA, peut-être d'autant plus en finale. Surtout en match 7, Mal, s'il doit y avoir, par exemple. voilà, Enfin, et après pour le match 7, c'est sûr mm. que ce sera clairement la diff. Malgré tout, je sais pas si... Effectivement, j'irais peut-être pas miser complètement une victoire d'Indiana, et ce qui explique un peu ces cotes qu'on peut retrouver, mais je trouve ça dur pour Indiana, c'est clair. Je trouve ça dur aussi. Et même si on n'est pas sponsorisé, on va vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que même si vous êtes majeur, ne jouez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça vous évitera les problèmes. Je mettrai un petit sous-titre. Parions Sport, si vous voulez sponsoriser, n'hésitez pas, on Un est là, il n'y a pas de sponsor, problème. Est-ce qu'il y a des petits facteurs que tu voudrais mettre en avant sur cette fin de série qui pourraient faire basculer justement la série, ou des choses à surveiller pour cette fin de campagne de playoff? Des facteurs X, oui, mais on en a pas mal de chaque côté.
comme on l'a un peu évoqué déjà, on a Alex Caruso. Après, je sais même pas si on peut dire jusqu'à des facteurs X. Oui, oui, je Quand on disais parle vraiment des choses qui... de Caruso, de Nembarn, des choses, des joueurs qui sont peut-être moins mis en avant, en tout cas Oui, qui pour font pas partie des deux des, leaders de l'équipe, voilà, mais... pour Ouais, les moins connaisseurs, mais qui sont dans le 5 majeur et complètement installés. Et pour le coup, oui, on peut les mettre en avant. Peut-être un joueur, effectivement, qui a choqué peut-être certains quand il a été élu MVP des finales de conf. C'est Pascal Siakam. C'est Spicy quelqu'un P. qui est reconnu comme un très fort joueur depuis un moment et qui a lui aussi été jusqu'au titre de champion, et Ouais, il arrive même à être leader de son équipe, que ce soit en termes de points et en termes de rebonds, ouais. ce qui est pas négligeable, et ce qui explique peut-être déjà pourquoi il a été MVP dans la série précédente. Ouais, Donc lui, ne pas le sous-estimer. En tout cas, il fera un taf continu et il jouera toujours avec envie, etc. Que toujours ce soit dur. défensivement, Mm. offensivement. Et en fait, je trouve qu'il a un rôle dans une globalité, c'est-à-dire là, on le voit en points, en rebond, défensivement, il est présent. Et même en termes de passes, j'ai pas sa stat là tout de suite sous les yeux, mais je pense qu'il rentre dedans, même si c'est pas son atout majeur. Ouais, ouais. Donc Bah, sur le... ouais, ne pas sous-estimer ce mec-là. Et après, Obi Toppin, qui est capable de faire en tout cas, un peu mettre le couvercle, comme on l'a vu là avec sa Ouais. claquette dunk dans un match, de terminer. En tout cas, il a un impact physique non négligeable Et puis face à l'équipe adverse. on l'aime, c'est le spectacle en plus, parce que bah, au début ça parlait de ce mec-là en étant que un dunker, alors c'est toujours un athlète surdimensionné et incroyable, mais qui en plus arrive à mettre dedans à 3 points et jouer des contre-attaques de fou. Et moi, le petit joueur, pas par la taille, mais que je voudrais mettre en avant, enfin, que je voudrais mettre en avant, à qui je voudrais dire, réveille-toi mon grand, c'est maintenant, c'est Miles Turner, parce que Miles Turner, on n'en a pas parlé. Mhm. Lui, pour le coup, contrairement justement à Obi Toppin, qui sur certains passages surjoue un peu, bah, Miles Turner, il est un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, hein. Je veux dire, c'est un mec qu'on a l'habitude de voir mettre des contres, etc. Alors dans le match 3, il fait 5 contres, mais bon, il prend que 2 rebonds. Le dernier match, il met aucun contre, il prend 2 rebonds. Les deux derniers matchs, c'est 9 et 12 points, je crois, ou 10 points. Enfin, on l'a vu faire mieux, Miles Turner. On l'a vu être plus sûr On de a vu lui, faire plus sûr de mieux, ses shoots. voilà, en shoot, même comme tu disais, en termes de contre, il est seulement à 2 contres par match sur la série. Il peut Alors que c'est un plutôt mec en tourner deuxième lame, à normalement. 3 Ouais, c'est ça. facilement. Donc ouais, c'est sûr que... Et en plus, c'est un mec qui a de l'expérience par rapport au reste des joueurs d'Indiana, même en playoff. C'est clair. Pas sur des finales, d'accord, mais il a quand même joué un grand nombre de séries de playoffs. Et Ouais, là, il devrait, oui, pouvoir élever son niveau de jeu, son niveau, parce je suis d'accord. que en vrai, si on parle de Big Three, en gros, c'est Haliburton, Siakam et lui. Donc, normalement, en tout cas, en termes de Oui, oui. nom, je pense que c'est eux qu'on va citer d'abord. Et c'est vrai que pour l'instant, on peut même se demander ouais, si c'est lui le troisième meilleur joueur de Ah l'équipe. bah aujourd'hui, je préfère vraiment les finales d'un Mbard plutôt que celles d'un Miles C'est Turner, ça. hein, par exemple, hein. Mm. Dernier facteur et non des moins imposants, Monsieur Lugensdort, qui lui, pour le coup, pfiou, défense, shoot à Pour le 3 coup. points. Enfin, Et les fans d'OKC l'ont bien compris. loup. Ouais, j'aime, il y a tout qui va en fait avec ce joueur, c'est ça qui est bien. Bon, comme d'habitude, un petit peu dans ces joutes de playoff, on va arriver à comment tourne la fin de cette série selon toi. Où est-ce Ouais. qu'on en est dans 2 matchs? OKC est champion, on s'apprête à jouer un Où match est-ce qu'on 7. en est Je pense pas qu'on aura un champion forcément dans 2 matchs. Euh, Après, ça va être un peu facile ce que je vais dire, mais je pense qu'on en aura un si Indiana arrive à récupérer ce match à l'extérieur. Donc, comme je te dis, c'est un peu facile de dire ça, parce qu'après ils reviennent à domicile, mais en tout cas,
si OKC arrive à remporter ce match-là, je pense que la série ira facilement en un match 7. Non pas qu'ils puissent pas aller gagner à Indiana, mais on a vu, même s'il y a une très forte ambiance du côté d'OKC, je pense qu'à Indiana c'est encore autre chose. On l'avait Il y a une expliqué ferveur un peu. brièvement. Voilà, on l'avait expliqué brièvement. Indiana est depuis très longtemps, enfin les Pacers sont depuis très longtemps à Indiana. Et contrairement à OKC qui a débarqué en 2009, Et comme tu le dis, hein, euh, il y a une ambiance de ouf dans la salle. Hein. c'est Mais ça. dans la ville, t'as Il y a de l'impression l'ambiance, il y a de l'ambiance. Ouais. On va pas se mentir, Non, hein, non, pas mais du tout. j'avoue que quand je vois les matchs à Indiana, j'aurais un peu plus fait caca culotte à jouer là-bas qu'à OKC. Et bah moi, je dirais qu'on aura un match 7. Mais je pense que... Alors c'est un peu une pièce en l'air, hein, mais je pense que les deux équipes vont aller gagner à l'extérieur. Je pense que Indiana va aller battre OKC et que OKC, dos au mur, va réussir à s'imposer à Indiana. Et ensuite, peut-être qu'on fera une Ce vidéo serait encore d'ici plus là. beau, ce serait encore plus beau. En tout cas, je souhaite aux deux équipes de continuer à jouer aussi bien au basket parce que ça nous régale. Même si je suis aux couleurs d'OKC, je pense que j'aimerais bien qu'Indiana aille au bout. J'aime bien ce côté collectif qu'il y a dans cette équipe et la ferveur qu'il y a dans la ville. Mais en tout cas, déjà, merci de nous offrir de si belles finales. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour conclure cet épisode ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Yes, sirs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Pour ceux le qui n'ont slogan pas des suivi. Pacers, bien sûr. Exactement. Non, j'aime bien cette petite équipe, même si Ah, c'est vrai. j'aime bien les deux, mais j'avoue que le petit head outsider, là, ça me. Ouais, je ça sais me pas, plaît il y a un bien. truc, il y a quelque chose. Il y a Je un sais truc pas qui si c'est se les passe, tracteurs, je sais les pas. chapeaux de paille, je sais Je sais pas, pas. mais il y a quelque chose. En tout cas, on vous laisse continuer de suivre ces finals. On se retrouve très rapidement pour d'autres épisodes. On vous a un petit peu spoilé les sujets qui pouvaient arriver, mais il y a pas mal d'idées en cours. On vous dit, répète et re-répète, continuez de vous abonner, de liker, de partager, débattez en commentaire, c'est important. Et puis on se retrouve bientôt de toute façon sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt, ciao.